Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette mini-conférence qui s'intitule La mise en œuvre du logement d'abord, comment mobiliser les équipes et qui est organisée dans le cadre de la semaine du logement accompagné de l'UNAFO. Donc moi, je suis Pauline Lebeau, je suis chargée de mission animation du réseau à l'UNAFO. Et donc, comme vous le savez, l'UNAFO organise cette semaine une semaine du logement accompagné avec une vingtaine d'ateliers qui sont proposés tous les matins de cette semaine et qui permettent d'échanger et de débattre sur des thématiques liées au logement accompagné. Donc le programme est toujours en ligne et vous pouvez toujours vous y inscrire, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc ce matin, l'atelier qui nous réunit s'intitule donc la mise en œuvre du logement d'abord, comment mobiliser les équipes, et on sera ensemble jusqu'à 10h30 pour échanger sur la mise en œuvre de cette politique du logement d'abord et les effets sur les pratiques professionnelles des professionnels au sein des organismes. Alors, juste quelques petits conseils techniques avant de démarrer concrètement. Tous les participants ont les micros et les caméras qui sont coupés. Si vous souhaitez prendre la parole à la fin de l'atelier, vous pourrez lever la main, cliquer sur le bouton lever la main et on pourra ensuite vous donner la parole. Et à ce moment-là, on verra donc votre image et vous pourrez prendre la parole avec votre micro ouvert. Vous avez aussi un chat qui est à votre disposition pour réagir, poser des questions. On essaiera évidemment de les relayer. Donc la politique du logement d'abord, c'est évidemment une politique qui touche tous les acteurs du secteur de l'hébergement et du logement. Une politique qui est inspirée du modèle Housing First, né il y a déjà plusieurs dizaines d'années aux États-Unis. Et puis plus concrètement, il y a une bonne dizaine d'années en France, la politique du logement d'abord a commencé à être mise en place par les différents gouvernements. Plus concrètement, il y a une accélération de la mise en œuvre de cette politique depuis 2017 avec 2 appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés par la DIAL, donc en 2017 et 2020, avec maintenant 46 territoires qui sont en train de mettre en œuvre cette politique du logement d'abord très concrètement et très localement. Et donc la politique du logement d'abord, c'est quoi? C'est donc une réforme structurelle structurelle et ambitieuse, pardon, qui favorise l'accès au logement pour les personnes sans abri. Et c'est aussi forcément une politique qui nécessite des évolutions organisationnelles fortes, des dispositifs existants et aussi des pratiques professionnelles. Et c'est notamment la raison pour laquelle l'UNAFO a fait le choix de proposer cet atelier aujourd'hui. Comme toute politique publique, le logement d'abord impacte l'ensemble des acteurs du champ de cette politique et notamment les adhérents de l'UNAFO et leurs professionnels. Et donc aujourd'hui, on vous propose, à travers le témoignage de 2 intervenants, d'apporter un éclairage sur les effets de cette politique. Et donc on aura avec nous pour échanger ce matin, et on les remercie, Gilles Desrumeaux et Jean-Jacques Gelin. Alors pour débuter, je vais donner la parole à Gilles Desrumeaux, qui est donc membre qualifié au Haut Comité pour le droit au logement et qui a aussi la casquette de président de la Fondation Aralis en Aura. Gilles, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont selon vous les grandes constituantes de cette politique du logement d'abord et quels sont ses impacts sur les organisations et sur les pratiques professionnelles? Merci Pauline pour cette introduction. Effectivement, la politique du logement d'abord est suivie un peu depuis maintenant beaucoup d'années. Et ce qui me semble important pour caractériser cette politique et dire effectivement en quoi elle impacte les acteurs du logement accompagné, c'est dire qu'on est quand même dans un cycle métapolitique des politiques publiques qui ne date pas de 2017-2018. Vous l'avez redit, Pauline, la DIAL a été créée en 2010 et c'est un référentiel qui est né aux États-Unis, mais qui s'est développé beaucoup en Europe et qui finalement une réponse à une vulnérabilité de masse et au développement du sans-abrisme et aux difficultés d'accès au logement. Donc, cette vulnérabilité de masse s'est traduite notamment par le développement de l'hébergement d'urgence, du recours à l'hôtel, et finalement, le logement accompagné, c'est réaffirmer l'importance du logement et d'un logement accompagné pour permettre aux personnes
de sortir de la situation ou des difficultés dans lesquelles ils sont. Et première note que je voudrais quand même souligner, parce que c'est aussi ça qui mobilisera les équipes professionnelles, c'est de dire que le modèle du logement accompagné est à la base du logement d'abord. C'est ça qui a, c'est le référentiel qui a créé dès les expérimentations aux États-Unis autour d'un certain nombre de principes, qui effectivement de rappeler que le logement c'est un droit fondamental, que les usagers des services doivent pouvoir choisir, qu'il y a une séparation entre logement et le traitement de santé ou d'accompagnement que reçoivent les personnes, qu'il y a un principe de réduction des risques, un principe d'engagement actif des personnes dans le choix des logements, que les personnes sont au centre de l'accompagnement et qu'il y a une souplesse de l'accompagnement. Voilà, rappelez 8 principes qu'on trouve habituellement dans la présentation du logement accompagné. Donc, ça nous met finalement, ça nous interroge sur qu'est-ce que c'est qu'un logement. Et si on veut comprendre la place des résidences sociales, notamment sous toutes leurs formes, dans le logement accompagné, il faut rappeler ces caractéristiques du logement. Il y a 3 notions qui caractérisent le logement, qui sont rappelées notamment dans les documents de la FEANTSA, la grille Ethos, qui sert de référence au niveau européen pour appréhender ces questions du logement. Le premier domaine, un logement, c'est d'abord un espace, c'est un domaine physique, avec une décence, une surface minimum pour les personnes, une capacité d'autonomie dans le logement, je peux y manger, je peux y prendre ma douche, c'est un logement accessible, adapté aux besoins de la personne. Donc il y a une dimension physique du logement. Le deuxième dimension du logement, c'est que le logement, c'est dans le domaine social, c'est un chez-soi, c'est un domicile, un lieu privatif, un lieu où je peux recevoir, un lieu que je peux aménager, m'approprier, un lieu sur lequel je peux sortir aussi, donc c'est un habitat, c'est-à-dire c'est pas simplement un logement, c'est un lieu à partir duquel je peux avoir un contact avec mon environnement, avec ma famille, avec des voisins, etc. Et puis la troisième dimension du logement, constitutive du logement, c'est le domaine juridique. Le logement, c'est un droit du logement, c'est un titre d'occupation, c'est une sécurisation du rapport au logement, c'est une capacité de respecter l'autonomie du droit au logement par rapport au travail, par rapport à un accompagnement possible, par rapport à un suivi de santé. Donc, en ça, le secteur des résidences sociales relève bien du logement hein, mais en notant quand même qu'à l'origine, justement, tout ce qui était les foyers, dont beaucoup de résidences sociales sont issues, n'était pas du logement pour les raisons physiques que je viens de dire. Ce n'était pas du logement autonome, il y avait des unités de vie, il y avait des espaces de vie très, très faibles. Il n'y avait pas de domaine social parce qu'il y avait un contrôle, il n'y avait pas vraiment de domicile, pas vraiment de chez soi. Et dans le domaine juridique, il a fallu attendre la loi SRU, les années 2000, pour qu'il y ait un droit dans le secteur des résidences sociales un peu affirmé. Voilà, donc du coup, il me semble important de rappeler ça parce que le logement en résidence sociale est bien un logement. Simplement, c'est un logement qui remplit des fonctions particulières. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais développer, c'est-à-dire que c'est un logement spécifique, c'est vrai, puisqu'on est dans du logement qui est souvent semi-collectif, avec des parties communes, un logement qui est attaché aussi à un certain nombre de services, donc c'est un logement spécifique. Mais en ça, je dirais que, si vous voulez, le public des résidences sociales n'est pas spécifique par rapport à un public qu'on peut trouver, par exemple, dans le logement social, puisque finalement, ce n'est pas le public qui définit le secteur de logement accompagné, les résidences sociales, c'est les fonctions qui jouent. Et ça me semble important, les fonctions jouées dans la ville par le type d'habitat que nous représentons. Il y a de tout temps dans l'histoire des lieux qui ont accueilli les primo-arrivants, des personnes en mobilité, des personnes en rupture. Il n'y a qu'à lire le livre d'Orwell dans la Dèche à Londres et à Paris, il n'y a qu'à regarder le film de Marcel Carné sur Hôtel du Nord pour voir que ces fonctions de la ville d'accueil de public en transition est une dimension urbaine qui a toujours existé. Donc d'une certaine manière, nous remplissons des fonctions qui sont nécessaires à la ville. Et ça me semble important dans le cadre de la politique. D'abord, ce qui fait de le réaffirmer, ce qui fait de notre spécificité n'est pas forcément le public qu'on reçoit,
même si on propose plutôt des petits logements qu'on va trouver plus difficilement dans le logement social, même si on a souvent des taux de rotation, même en pension de famille, qui sont supérieurs à ceux du logement social. Donc on est dans une offre de logement qui est attendue aujourd'hui par des personnes qui sont à la rue. Voilà, donc cette dimension urbaine me semble importante. Et puis la troisième dimension, au travers du logement, enfin, en plus d'être du logement spécifique et s'insérer dans des fonctions urbaines, c'est la dimension, je dirais, plus sociologique. C'est-à-dire que dans la vie des personnes, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Et voilà, dans la vie, il y a des ruptures, il y a des changements de logement, des changements de vie. On dit souvent changer de logement, c'est changer de vie, mais on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire changer de vie, c'est aussi changer de logement, parce que on est jeune et qu'on sort de sa famille, parce que on se met en couple et on change de logement, parce qu'il y a une rupture de couple, parce qu'il y a une rupture dans la santé qui fait qu'à un moment donné, on change de logement, et donc du coup, il est nécessaire de pouvoir disposer dans l'offre de logement, entendu aux trois sens que je disais tout à l'heure, comme domaine physique, domaine social, domaine juridique, il y a besoin d'une offre de logement très diversifiée dans lequel s'inscrivent les résidences sociales. Voilà ce que je voulais dire en préambule, qui me semble important pour réaffirmer le logement accompagné et les résidences sociales dans le cadre des politiques du logement d'abord. Je dirais que pour caractériser comment est-ce qu'on peut dynamiser les équipes dans le cadre du logement d'abord, c'est d'abord de réaffirmer justement que les gestionnaires de logements accompagnés ne sont pas simplement des sous-traitants ou des opérateurs des politiques publiques, et notamment, même si on en partage des objectifs, la finalité, c'est du logement d'abord, mais c'est surtout des acteurs de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on co-construit la politique publique du logement d'abord, les acteurs du logement accompagné remplissent des missions d'intérêt général, et on a, en tant qu'acteur, à concilier finalement une forme d'autonomie associative avec l'inscription dans des politiques. Et ça se joue, à mon sens, cette action des acteurs de logement accompagné dans trois domaines différents, qui sont les besoins des personnes en difficulté d'accès au logement et notre capacité d'animer au sein des gestionnaires, avec les équipes professionnelles, les administrateurs, un débat sur cette question des besoins des personnes. Le deuxième lieu où ça se joue, c'est le partenariat. Le logement d'abord, c'est un système d'acteurs qui va de l'hébergement d'urgence, enfin les maraudes, l'hébergement d'urgence, le logement d'insertion, le logement des réfugiés, le logement accompagné. Voilà, donc il y a les SIAO qui sont au centre de ce dispositif et dont la mise en place du service public aujourd'hui du logement d'abord en fait une pierre angulaire. Donc voilà, c'est un deuxième angle, c'est un dispositif. Et puis troisième dimension, c'est que la politique du logement d'abord, c'est certes une politique de l'État national, mais elle s'inscrit d'abord dans des territoires, elle est portée par des acteurs locaux, des décideurs locaux qui vont depuis des responsables de PCI, de métropole, l'État déconcentré. Voilà. Donc, c'est sous ces trois angles que je voudrais, pour finir mon intervention, développer en quoi est-ce qu'on peut, sur ces trois axes, le rapport aux personnes, le rapport au réseau d'acteurs et le rapport aux politiques, embarquer d'une certaine manière, animer la vie des gestionnaires de résidences sociales autour de ces trois axes. Le premier, la question des personnes et leurs besoins. Il me semble important que les gestionnaires de logements accompagnés impliquent leurs équipes et leurs administrateurs dans justement un rapport aux besoins des personnes mal logées ou logées en résidence sociale. Donc, ce qui signifie que comment on anime ce rapport à ces personnes-là, ça veut dire qu'il y a des formes de visibilité du travail professionnel, des formes de mise en avant du travail qui est accompli avec les résidents. Mais ça nécessite aussi peut-être des liens, et c'est, par exemple, la Fondation réalise des choses qu'on essaye aujourd'hui de développer, c'est de mettre en place des formes d'observatoires ou de liens avec des universitaires, avec des organismes de formation de travailleurs sociaux, pour finalement, le public qu'on reçoit, le public logé, il puisse y avoir un certain nombre d'objectivations des besoins, en quoi le logement accompagné répond à leurs besoins, les difficultés rencontrées, etc. Et que ce rapport, d'une certaine manière,
aux résidents, il soit le centre de la préoccupation finalement des équipes professionnelles et des administrateurs, des gestionnaires de logements accompagnés. Il me semble vraiment nécessaire qu'on suscite des thèmes, des lieux d'observation, du débat avec nos partenaires, avec les politiques, autour des besoins des personnes. Voilà. Là, on vient par exemple sur la Fondation Aralis de sortir une fiche plaidoyer ou sur la place de Lyon sur les besoins vus par les SIAO des personnes mal logées. Hein. Quels sont les besoins en termes de résidence sociale qui ne sont pas pourvus, quels sont les besoins en termes de pension de famille qui ne sont pas pourvus. Voilà. Il me semble que vraiment autour de ces sujets-là, on a fait par exemple, il y a eu un débat en conseil d'administration de la Fondation Aralis sur Covid et logement accompagné. Comment finalement les acteurs du logement accompagné, ils ont traversé cette crise du Covid. Et donc du coup, voilà, de se situer avec les équipes professionnelles sur ces questions-là du rapport aux résidents, ça me semble important parce que c'est à la fois valoriser des pratiques professionnelles, pouvoir les transformer quand c'est nécessaire, parce qu'on ne transforme que ce qu'on comprend. Il faut évaluer pour évoluer, pour prendre un autre slogan. Voilà, ça me semble très important et que du coup, ça met au centre la question du sens. Et ça me semble vraiment important. La politique, ce n'est pas simplement des choses qu'on fait ou qu'on exécute, c'est aussi on porte du sens et on interroge le sens de ce qu'on fait. Et je pense que dans l'intérêt professionnel qu'on peut avoir, l'intérêt de se lever ce matin, il y a vraiment cette dimension du rapport aux résidents. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est le logement d'abord, c'est aussi un système d'acteurs. Et donc, il faut pratiquer au sein des organismes une intelligence collective de ce système d'acteurs. Moi, j'ai été très impressionné. Là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un administrateur de la Fondation Aralis, André Gachet, a fait écho du travail qu'il avait mené dans les maraudes à Lyon. Et je trouve que c'est éclairant, justement, de comprendre comment des acteurs, chacun de sa lunette, de son point de vue, voit les publics rencontrés, leurs besoins et en quoi ça impacte, justement, les réponses portées dans les acteurs de logement accompagné sont un des vecteurs de ces réponses. Donc voilà, comprendre les dispositifs, le rôle central du SIAO. Voilà, le SIAO, c'est pas simplement quelqu'un qui nous oriente les personnes les plus en difficulté, c'est aussi quelqu'un qui a une vision globale des besoins de logement sur une métropole, sur une aire urbaine. Donc c'est très important qu'on comprenne ces éléments-là, et peut-être, c'est ce que essaie de faire aussi la Fondation Aralis, dans ce système d'acteurs, de nouer des alliances à Aralis au sein d'un GIE, par exemple, à nouer des alliances avec des propriétaires HLM, avec un centre d'hébergement, avec une structure d'accession à la propriété sociale. Voilà. Donc, nouer des alliances, ça veut dire que dans ce système d'acteurs, finalement, et dans la construction d'une ville, on essaye d'apporter des réponses, chacun avec ses capacités, chacun avec son regard, chacun avec son offre d'hébergement ou de logement, une offre diversifiée dans laquelle le logement accompagné a toute sa place. Donc ça me semble très important dans cette deuxième dimension que nous animions un débat, et là je pense que les salariés de la Fondation Aralis participent à ce débat-là, en lien avec le GIE, en lien avec ce système d'acteurs, des centres d'hébergement et le SIAO ou des bailleurs sociaux. La troisième dimension, c'est effectivement le lien aux politiques publiques, c'est-à-dire qu'il est important que derrière les politiques publiques aient une meilleure perception de ce que fait le logement accompagné. Pour ça, il faut organiser des visites d'établissement, il faut participer à des dispositifs de concertation locale et il faut surtout élaborer finalement des fiches plaidoyer qui donnent à voir ce que nous faisons et en même temps les difficultés que nous rencontrons. Et je voudrais conclure là-dessus, c'est-à-dire que finalement, le logement accompagné, il sera partie prenante et on pourra embarquer l'ensemble des professionnels dans cette politique-là, que si on a ce premier mouvement qui est de comprendre à la fois les besoins des personnes, le besoin du système d'acteurs, le besoin des politiques publiques, que si on est capable d'adopter ce qu'on en comprend, d'adapter nos logements et nos services à cette perception de notre environnement, et c'est cette adaptation et cette capacité de faire qui nous permet d'interpeller, de modifier la politique publique, de faire en sorte que, effectivement, une écoute réciproque permette d'avancer dans le sens du droit au logement en général. Voilà, je suis désolé, j'ai fait 49 secondes de plus que ce que j'avais prévu. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation.
Je vais maintenant donner la parole à Jean-Jacques Gelin, donc, qui est directeur général de l'association de gestion de logements accompagnés Nelson Mandela dans la Sarthe. Hem, Jean-Jacques, est-ce que, peut-être, tu peux nous parler de l'impact, de la politique du logement d'abord sur une structure comme Nelson Mandela et peut-être sur, les liens que Nelson Mandela peut entretenir avec les différents acteurs, du territoire justement? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vous présente rapidement l'association. Donc on gère 470 logements. On a un secteur hébergement avec CADA, UDA, majeurs et mineurs isolés étrangers. Et on a un gros secteur de logement accompagné, donc avec une résidence sociale historique, une résidence sociale famille, j'y reviendrai, une résidence sociale jeune, un FJT et 5 pensions de famille. Et là, si je fais un petit focus sur ces 5 pensions de famille, dernièrement, on a eu un gros développement sur des villes moyennes de la Sarthe, d'entre 5 et 10 000 habitants. Et donc, on a ouvert 2 pensions de famille cette année et des gros liens avec les maires de ces villes et entre autres les CCAS. La pension de famille est vraiment une réelle réponse et aussi un pied dans ces communes-là pour accentuer le logement accompagné. Alors après, je reviendrai sur Gilles a bien développé le logement d'abord, hein, et le logement accompagné. La seule chose qui m'a rassuré, c'est que mardi à Paris, Mme Vargon, la ministre du Logement, a bien dit que le logement accompagné était complètement inclus dans le logement d'abord. Ça, c'était parce que j'avais une petite incertitude, mais mardi, elle l'a levé, hein. Et ça, c'est bien que le logement accompagné soit dans la politique du logement d'abord un des acteurs principaux. Donc l'avantage du logement accompagné, hein, avant de parler plutôt de ce qu'on a mis en place sur l'association en termes de formation, le logement accompagné, c'est aussi les projets sociaux qu'on en fait. C'est-à-dire que chaque structure a un projet social. Et en fait, nous, dans tous les projets sociaux, on met que l'objectif est quand même un logement autonome. Tout à chacun, tout citoyen a le droit au logement, hein. Gilles a reparlé de la partie physique, sociale et juridique du logement. Et c'est un vecteur important aussi d'accompagnement dans le logement. On s'aperçoit qu'accompagner des gens dans un logement, on est sur une multitude, des fois, une facette de problèmes sociaux. Et en fait, le logement est un vecteur important. Ce qui était important aussi, je voulais préciser, c'est que l'association a aussi bénéficié d'un bon partenariat entre le conseil départemental de la Sarthe et les services de l'État dans le cadre de l'AMI 1. Ça, effectivement, ça nous a permis de renforcer la résidence sociale famille, hein. Actuellement, nous avons 83 logements en résidence sociale famille et aussi résidence sociale jeune pour des personnes qui sortent souvent, je vois pour la résidence sociale jeune, des sortants d'ASE sans ressources et qui nous permet en fait de leur mettre le pied à l'étrier dans un parcours résidentiel vers le logement autonome. Et on a aussi un partenariat important avec le SIO de la Sarthe. L'exemple qui permet ce partenariat, c'est que pendant la semaine des pensions de famille, par exemple, on a eu une journée pour les intervenants sociaux des pensions de famille pour créer une dynamique sur toutes les pensions de famille de la Sarthe. Donc après, avec étant référent régional des Pays de la Loire, avec Pauline qui est aussi chargée de mission sur les Pays de la Loire, on a eu une réflexion en fait avec les directeurs des différentes associations adhérentes à l'UNAFO, de se dire comment on peut aussi remobiliser un peu les intervenants sociaux sur cette notion de logement d'abord. Et donc, grâce au centre de formation de l'UNAFO et de la participation de Koudiev sur cette formation et de M. Konopinski, je n'ai pas aimé son nom. Et donc, en fait, on a mis en place sur la région une formation. Alors, ça s'est passé entre deux, ou avant un peu le confinement, où on a réussi à caler ça. Et en fait, cette formation était importante parce que ça rappelait un peu ce qu'était le logement d'abord. Et suite à cette intervention, où j'ai participé, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre en place en fait sur l'association. Et donc, on a mis en place cette formation pour tous les intervenants sociaux, hein. L'association a 27 travailleurs sociaux. On l'a mis en place au mois de janvier, février de cette année, juste qu'on ait une fenêtre de tir. Et en tant que directeur, c'était important, je veux dire, avec cette période de Covid
qui nous a un peu quand même, je veux dire, coupé les pieds, hein. C'est-à-dire, nos structures, on est sur une résidence sociale, c'est une salle collective, c'est de la convivialité, les pensions de famille aussi. Et toutes les restrictions sanitaires, en fait, font qu'on a peut-être perdu à un moment donné où moi je pensais qu'on pouvait perdre le sens de ce qu'était le logement accompagné et le logement d'abord. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette formation pour les intervenants de Nelson Mandela. Et donc là-dessus, pour moi, ça redonnait du sens pour les intervenants sociaux. Et aussi, ça me permet aussi de les remobiliser. Et au-delà de ça, c'est vrai que les visios étant... c'est vrai que de temps en temps, on aime bien se retrouver. Et donc, ça a permis aussi en interne, en fait, à ce que tous les travailleurs sociaux puissent se retrouver. Donc, par rapport à cette expérience-là, je vais passer la parole à ma collègue conseillère en économie sociale et familiale, Maëlle Dallière, parce que je pense que elle a participé et que c'était la meilleure personne pour pouvoir exprimer ce qu'elle avait ressenti par rapport à cette formation. Merci Jean-Jacques. Peut-être Koudiev avant Maëlle. Koudiev donc, qui a participé au montage de cette journée de formation, peut-être sur le côté plus pédagogique ou en tout cas contenu de ces journées. Je te remercie Pauline, bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, l'idée initiale de cette journée professionnelle, c'était, enfin, à travers les formations de l'UNAFO, nous avions régulièrement les retours des intervenants sociaux avec lesquels on ouvrait un peu le débat autour du logement d'abord. Et c'est vrai que leur retour, c'était plutôt de nous dire, en fait, concrètement, on ne connaît pas vraiment notre place dans cette politique du logement d'abord, on ne comprend pas forcément les effets sur nos métiers. Enfin, ça reste encore un concept un peu vague. Et puis, en lien avec les membres du conseil d'administration de l'UNAFO, on s'est dit qu'il fallait apporter une réponse ou en tout cas ouvrir un espace d'échange avec les intervenants sociaux sur le logement d'abord, les effets du logement d'abord, et puis aussi le lien entre logement d'abord et logement accompagné. Donc, c'était vraiment ça l'objectif initial, ouvrir cet espace d'échange pour que les intervenants sociaux puissent s'approprier au mieux les évolutions de l'accompagnement social et des postures professionnelles à travers le logement d'abord. Donc, c'est une journée qu'on a pu déployer uniquement à Angers, hein, et comme disait Jean-Jacques, vraiment entre deux confinements, mais qui a assez bien fonctionné parce qu'on avait réussi à mobiliser une trentaine de personnes. Tous les adhérents de l'UNAFO étaient représentés. Et l'idée, c'est de poursuivre en fait la mise en œuvre de ce type de journée sur les territoires, bien évidemment avec le concours des adhérents de l'UNAFO qui souhaitent porter cette question auprès des intervenants sociaux. Et comme l'a fait Jean-Jacques, c'était une première étape parce que du coup, là, on était avec les adhérents de l'UNAFO, il a souhaité poursuivre le projet en interne avec ses équipes. Et là, je repasse la main à Maëlle qui vient nous faire part de son témoignage sur rapport au logement d'abord et puis peut-être un petit rapport d'étonnement sur sa participation à cette journée professionnelle. Merci. Alors, je ne sais pas si Maëlle est présente, parce que du coup, nous, on voit pas les participants, mais du coup, si elle est là, qu'elle n'hésite pas à lever la petite main. Et comme ça, on pourra lui passer la parole. En attendant, peut-être Gilles, est-ce que vous avez une réaction sur les propos de Jean-Jacques ou de Koudiev d'ailleurs? En branchant votre micro. Merci. Non, mais justement, dans le cadre du logement d'abord, ça me semble très important de susciter justement des temps de rencontre, d'échange avec nos partenaires, avec les décideurs locaux. Et donc, ce type de journée de formation correspond tout à fait, quoi. C'est-à-dire, elle permet à la fois de mieux comprendre les dispositifs, mieux comprendre aussi peut-être des besoins locaux spécifiques. Et donc, tout temps, tout lieu qui permet de réfléchir, de rendre compte de ce qu'on fait, sont des temps super importants dans le cadre d'une politique qui se fait en marchant d'une certaine manière. Hein. Il n'y a pas uniquement des dispositifs qu'il faut habiter. C'est une transformation d'acteurs, le logement d'abord. Donc, dans cette transformation d'acteurs,
il y a une forme de conduite du changement dans lequel ces journées de formation participent, quoi. Voilà. Donc, ça me semble très important de voir que ce qui est à la clé du logement d'abord, c'est vraiment cette transformation des pratiques professionnelles, cette modification des acteurs, leur complémentarité aussi quelquefois. Voilà, donc ça me semble super important, mais je vois que Jean-Jacques s'était très féminisé, donc je vais laisser la parole au nouveau Jean-Jacques Gelin, très féminine, qui a pris place à sa place. Bonjour Maëlle, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale à l'association Nelson Mandela, et donc vous avez participé aux journées liées justement à l'évolution des pratiques professionnelles vis-à-vis du logement d'abord. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous apporter votre témoignage en tant qu'intervenante sociale, comment vous voyez l'évolution de votre métier vis-à-vis du logement d'abord, et puis sur ces journées, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ou pas d'ailleurs, peut-être? Bonjour. Du coup, je trouve ça super enrichissant en fait de pouvoir participer à cette formation et repenser un peu nos pratiques. Ça nous permet aussi de prendre de la hauteur et de recentrer, je trouve, la personne accueillie dans son projet, le rendre acteur. Ça va vite, on se perd vite parfois dans le fil de notre travail quotidien, et cette journée-là, ça a permis vraiment de prendre du recul, de retrouver du sens et de questionner collectivement les missions qu'on avait au quotidien auprès des personnes accueillies. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ça redonne aussi du sens à l'accompagnement, puisque c'est aussi retravailler un projet avec les résidents, un projet en lien avec leurs besoins. C'est aussi leur permettre de s'ouvrir à d'autres possibilités qu'ils n'auraient pas forcément eu la chance de pouvoir prendre seuls. On offre aussi à travers nos logements un statut, on leur redonne un statut, on leur parle le statut de locataire, ce qui leur permet aussi de retrouver confiance, de retravailler une estime de soi. Donc voilà. Cette journée de formation, elle a aussi permis, à un moment donné, dans un contexte compliqué, où parfois on s'auto-censure aussi dans nos pratiques parce qu'il y a des contraintes sanitaires actuelles, des contraintes de territoire. C'est aussi, je repense à la parole que nous a dit l'intervenant lors de cette formation, c'est s'autoriser à rêver des projets pour nous, aussi pour nos résidents, et ça nous ouvre d'autres possibilités dans notre quotidien de travail, où parfois on a la tête dans le guidon, et ça permet aussi de se poser et de se rouvrir à de nouvelles possibilités. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Très, merci. Koudia, je crois que tu avais une question. Oui, justement pour Maëlle, et savoir, pour vous, c'était quoi le logement d'abord avant d'avoir ces 2 temps proposés par l'association Nelson Mandela? Alors, je me suis posé beaucoup de questions justement sur la place du logement accompagné dans ce logement d'abord, puisque j'ai aussi eu l'occasion de participer à l'évaluation que l'ANSA a fait sur la résidence sociale famille de Nelson Mandela, où il était ressorti qu'en fait, le logement d'abord, dans mon esprit, c'était avant tout un logement, on met quelqu'un dans ce logement pour lui apporter un toit, et ensuite on fait intervenir des personnes autour de ce logement pour permettre l'autonomie de la personne. Et là où je me suis questionnée, c'était aussi, nous, le logement, c'est aussi l'accompagnement qui est avec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier l'accompagnement du logement sur les logements accompagnés. Et du coup, je me disais quelle place en fait on a, puisque finalement les personnes en sortant de nos structures ne sont plus accompagnées par nous, et il y a aussi une modification de l'habitat. Mais finalement, en fait, je pense que ça sert vraiment de tremplin, c'est un sas qui permet de travailler ces projets-là, d'apporter un toit, une sécurité, pour ensuite pouvoir projeter des choses, un projet de vie, peu importe lequel, pour l'avenir de nos résidents. Merci Maëlle. Et justement, ça c'est vraiment quelque chose qui est venu très très régulièrement, c'est la place du logement accompagné dans le logement d'abord. Je ne comprends pas, on arrête avec l'escalier. Bon, Gilles est revenu justement dans le cadre de son intervention sur la place du logement accompagné, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'il y a autant de confusion en fait sur la définition de la place du logement accompagné dans la politique du logement d'abord. Peut-être que Gilles a quelques éclairages aussi, il nous en a donné quelques-uns tout à l'heure. Mais c'est des retours qu'on a eu très très fortement depuis au moins 2 ans, des intervenants sociaux du monde.
Merci Maëlle. Merci beaucoup. Et merci Jean-Jacques d'être allé chercher Maëlle. Est-ce que, Jean-Jacques, tu as une réaction justement à l'intervention de Maëlle? Si tu peux remettre ton micro. Alors, on ne t'entend pas, tu as plus ton micro, Jean-Jacques. En fait, ce qui était intéressant en fait, pour l'équipe, je pense, c'est déjà dans le contexte sanitaire, on l'a redit plusieurs fois, mais c'est aussi cette notion de logement d'abord et logement accompagné. Et je reviens aussi sur ce que Claudia a dit par rapport aux escaliers. Moi, j'ai souvent tendance à dire que le logement d'abord, oui, mais on a tous été à un moment donné étudiants dans une chambre. Après, on a eu la famille a évolué, on est monté à un T1, T2, T3, une maison. Et en fait, le principal, c'est qu'il faut toujours avoir à l'esprit que si on propose un logement à quelqu'un, et les projets sociaux là-dessus sont importants dans ce qu'on écrit dans le projet social d'une résidence sociale, de dire qu'un des objectifs, c'est quand même d'arriver vers le logement autonome. Et ça, c'est important, je pense. Et en fait, sans gommer, il y aura toujours pour moi un effet d'escalier quand même un peu. Mais moi je sais que les intervenants sociaux d'associations, je leur demande de toujours aller vers le logement autonome. C'est le principal d'une résidence sociale ou d'une pension de famille aussi. Gilles, en réaction? Moi, je préfère parler bien ce que je disais sur la diversité de l'offre de logement, quoi. Le logement, c'est pas que le logement familial, HLM ou accession à la propriété, etc. C'est une diversité et que finalement, ce qui est au cœur, et c'était aussi au départ, je me rappelle du rapport Pinte, c'est la notion qui a servi de base à la définition du logement d'abord en France, c'est la notion de parcours résidentiel. Voilà. On est d'accord que ce n'est pas un parcours en escalier au sens où on monte, hein, où on passerait de la rue à un émergement d'urgence, ensuite une insertion. On ferait la preuve en logement accompagné de notre capacité à habiter, ce qui était un moment cherché par certains. Hein, il fallait montrer ses capacités à habiter pour ensuite accéder au logement social. Donc cette démarche en escalier, je pense qu'effectivement, elle est obsolète. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans des parcours résidentiels chaotiques de personnes temporairement ou durablement exclus, et que du coup, ce qu'il faut permettre à ces personnes, c'est de trouver des formes de logement en rapport avec leur parcours. Donc, ce n'est pas un escalier, c'est un parcours résidentiel. Et que, voilà, moi, je prends par exemple les résidences accueil ou les personnes en souffrance psychique. On voit très bien que le parcours de ces personnes-là, c'est pas un escalier. C'est un parcours qui est parsemé d'épreuves, de difficultés, de passage par l'hôpital, retour dans une résidence accueil, éventuellement accueil dans les familles. Donc, si vous voulez, voilà, il y a des parcours chaotiques des personnes, difficiles pour beaucoup, sur lesquels l'offre diversifiée du logement accompagné à la fois apporte la sécurité liée au logement sous ces trois dimensions, la dimension de l'autonomie dans le logement, la dimension physique, la dimension sociale et la dimension juridique. Donc, ce qui me semble important, finalement, c'est la sécurisation. On employait ce mot-là, hein, sécuriser. Enfin, je me souviens à un moment, Jean Furtos, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la question de l'exclusion, il disait ce qui caractérise finalement les personnes à la rue, les personnes en grande difficulté, c'est l'insécurité. L'insécurité du rapport à soi, parce qu'on ne se regarde plus dans la glace, parce qu'on n'ose plus se regarder en face, c'est le rapport aux autres et le rapport à l'avenir. On vit dans l'urgence au quotidien. Donc, je pense que ce qu'offre le logement dans toutes ses dimensions, y compris les différentes formes de logement accompagné, c'est une forme de sécurisation de ce parcours des personnes. Et on peut, et malheureusement on le constate souvent, hein, que quelqu'un qu'on admet qui est, par exemple en addiction, qui est à peu près stabilisé, à un moment donné, il peut replonger et voilà, on va le perdre d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, je pense très important qu'on se situe bien dans un cadre un peu réel et pragmatique, parce que sinon on est dans une espèce d'idéologie, ou voilà, que ce soit l'escalier ou d'autres. Là, on est dans le réel de parcours
très difficile de personnes. Et effectivement, ce qu'on propose, nous, que ce soit les résidences sociales ou les pensions de famille, c'est jamais un habitat parking. C'est jamais un habitat où finalement les gens, tu rentres en pension de famille, tu irais jusqu'à ta mort. Moi, je suis toujours très étonné quand je vois, par exemple, les rotations en pension de famille. Alors, il y a une rotation qui est liée malheureusement au décès ou voilà, au retour à la case prison, à la case hôpital, etc. Mais il y a aussi des départs. Donc, si vous voulez, il faut laisser, et c'est ce que disait tout à l'heure, il faut rêver au sens où voilà, les personnes, elles ne sont pas assignées à un habitat et logement accompagné, où le logement, ce n'est pas l'assignation d'un logement à une personne. C'est dans le cadre d'un parcours, à un moment donné, la bonne réponse qui est faite en termes de logement et d'accompagnement aux besoins de la personne. Mais ça peut évoluer dans le temps pour les personnes, et c'est en ça que le logement accompagné, avec les services qu'on propose, il sécurise ce parcours des personnes. Merci Gilles pour cette réaction. Peut-être en écho aux commentaires qui ont été postés sur le chat, et notamment le commentaire de Florence Chardonneret, je peux donner la parole à Koudiev, qui est donc responsable du centre de formation et qui met en place notamment cette formation sur les postures professionnelles et le logement d'abord. Peut-être Koudiev, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme ? Justement, j'étais en train de répondre dans le chat parce que du coup, Madame Burton demandait le support de formation de l'action qui a été menée avec l'association Nelson Mandela. Et donc, je disais que là, on était vraiment sur une prestation qui avait été faite sur mesure. Comme disait Jean-Jacques, on était dans un contexte d'entre-deux confinements. Donc, il y avait aussi des enjeux de remobilisation des équipes, redonner du sens à l'accompagnement social, aller vers de nouveau les résidents, etc., après des mois et des mois de distanciation physique. Et donc, on était vraiment dans une démarche particulière. Et si elle le souhaite, je pense qu'il est plus simple, à la rigueur, qu'on se contacte et que je lui présente les grandes lignes, finalement, des actions que l'on peut faire, et puis que l'on explore le projet de sa structure, mais plutôt dans un second temps, pour que je puisse vraiment répondre à ces questions. Et ensuite, du coup, moi, je trouve que sur le contenu de la formation proposée par l'UNAFO, justement, il y a Madame Chardonneret, que nous avons accompagnée il n'y a pas très longtemps. On a eu beaucoup de plaisir à accompagner l'association sur ce projet, et on poursuit encore les actions en 2022. Donc, je pense que ce qui serait... Parce que le programme, finalement, on le retrouve sur le site internet de l'UNAFO, mais je pense que c'est encore plus important, enfin, peut-être plus significatif, si Madame Chardonneret, si elle veut bien, active son micro et nous parle de son expérience sur cette action de formation qui avait été animée par Laurent Konopinski. Si vous le voulez bien, Madame Chardonneret. Il vous suffit du coup de cliquer sur la petite main en bas ou envoyer un message en chat. Et en parallèle, je vous adresse le programme. Alors, en attendant peut-être une prise de parole de Madame Chardonneret, on peut aussi peut-être donner la parole aux participants qui nous écoutent. Si certains d'entre vous souhaitent réagir, voilà, donc il y a un petit problème technique. Si certains d'entre vous souhaitent réagir aux propos et aux échanges, ou poser des questions peut-être à Gilles, à Jean-Jacques ou à Maëlle, voilà, n'hésitez pas à demander la parole en levant la petite main. Et si vous ne souhaitez pas prendre la parole ou que vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi réagir dans le chat. Du coup, je viens de vous mettre... Oui. Je viens de mettre dans le chat le lien, enfin le programme de formation sur l'accompagnement des personnes logées en résidence sociale dans le cadre du logement d'abord, et aborder les nouvelles postures professionnelles. Donc, c'est une formation qui, encore une fois, permet d'interroger collectivement, au regard de nos organisations aussi et de nos organisations territoriales, les évolutions, les besoins en termes d'accompagnement des personnes logées dans notre secteur. Et ce qui nous semblait important aussi dans le cadre de cette formation, c'était de présenter aussi des outils qui permettent de construire un accompagnement
avec les partenaires et les ressources du territoire. Donc ça, c'est vraiment propre à l'environnement de travail de chaque stagiaire. Donc voilà, c'est une formation qui est proposée sur 2 jours. Il y a des sessions bien en inter. On a essayé d'en organiser aussi en région, mais le contexte sanitaire nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais il faut savoir que c'est une formation qui est proposée là à Paris, mais on les propose en région à partir du moment où vous nous sollicitez en nous disant nous, on est intéressé par cette thématique. S'il est question de la personnaliser, de l'adapter, on peut le faire également. Donc voilà, vous avez tout le contenu, les modalités dans le lien que je viens de vous transmettre via le chat. Merci Koudiev. Alors, on a une demande de prise de parole d'Emmanuel Maître. Alors, je lui donne. Alors, en attendant qu'il prenne la parole, s'il le souhaite toujours. Jean-Jacques, Gilles, est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire sur cet atelier, sur les échanges qu'on a pu avoir, sur les enjeux, les perspectives? Koudiev, en tout cas. Non, justement, c'est que du coup, j'ai un deuxième atelier, donc je suis désolée, je vais devoir vous quitter. S'il y a des questions sur des sujets qui concernent directement, Pauline, je sais que tu ne manqueras pas de me les transmettre. Je vous remercie beaucoup, Gilles, Maëlle, Jean-Jacques, d'avoir participé à cette table ronde et je vous dis à bientôt. Merci, Koudiev. Juste pour redire un peu. Alors, l'un après l'autre, comme vous voulez. En fait, moi, je voudrais juste redire en fait que je peux engager, que les associations s'engagent dans cette démarche, parce que ayant participé moi-même à la réunion à Angers, ça a vraiment été un plaisir et aussi de la façon que la manière que la formation est abordée. J'ai trouvé ça très bien mis en place et je peux engager que les associations à le faire en inter ou en intra. Hein. L'avantage de l'intra, c'est que je pense que vous allez remobiliser vos équipes d'intervenants sociaux. Et dans le contexte actuel, je pense que des journées comme ça sont vraiment importantes, que ce soit sur la vie associative ou la gestion d'une association. Oui, moi, je voulais insister sur dans l'espèce de cercle vertueux que j'essayais de dessiner, c'est-à-dire comprendre les besoins des publics, comprendre le système d'acteurs, comprendre les politiques locales. Le deuxième élément de ce cercle, c'est adapter nos réponses en termes d'élaboration de projets. Et il faut effectivement rêver, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, pour ces projets-là. Ça me semble important et c'est une dimension qu'a pris en charge très fortement l'UNAFO ces derniers mois, c'est la dimension de contribuer au débat public, c'est-à-dire ce que l'UNAFO appelle les fiches plaidoyer. Ça me semble très important, si vous voulez, que tout ce travail-là d'animation, d'embarquement, et nos équipes professionnels ont à participer à ce plaidoyer. On a des plaidoyers à faire aujourd'hui sur la gestion locative sociale parce que le logement accompagné, c'est pas simplement du logement plus de l'accompagnement. C'est toutes ces dimensions de proximité, de soutien apporté aux personnes en proximité et dans le temps en vigilance qui permet à des personnes de vivre chez soi mais pas tout seul, comme le disait le slogan sur les pensions de famille. Donc, faire des fiches plaidoyer sur la gestion locative sociale, faire des fiches plaidoyer aujourd'hui sur l'APL et l'effet d'érosion de cette aide par rapport à la solubilisation, faire des fiches plaidoyer sur la nécessité de financer suffisamment en amont les structures qu'on produit pour permettre d'avoir des redevances qui ne soient pas systématiquement au plafond, mais qui soient en dessous des plafonds APL. Voilà, de ces fiches plaidoyer, il y en a beaucoup à faire. Et donc, je pense que c'est aussi un moyen de mobilisation des équipes, c'est-à-dire pas simplement d'écouter, de comprendre, d'adapter ses pratiques professionnelles, mais aussi en retour de contribuer aux politiques publiques en disant « mais attendez, cette politique du logement d'abord, elle ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. On a besoin
de ces structures et de logements pas chers. On a besoin d'accompagnement, on a besoin un peu plus de pensions de famille ou de résidence accueil. Et donc, du coup, cette animation du débat local à partir des besoins, à partir d'une expérience, elle me semble super importante dans la transformation des pratiques. Et ça, ce n'est pas uniquement le rôle d'administrateur, même si c'est une fonction politique, la fonction politique est centrale, mais c'est ce qui instruit ces questions-là, c'est vraiment les gens de terrain, les gens qui sont au plus près des personnes, qui peuvent construire ces fiches plaidoyer pour que du coup, c'est leur pertinence dont dépend le succès. Ce n'est pas simplement de sortir nos drapeaux en disant il y a besoin ou il faut que ou il y a qu'à. Non, c'est parce que derrière, il y a vraiment ce travail d'intelligence et d'adaptation aux réalités que nos propositions seront entendues. Merci beaucoup, Gilles. Je fais un dernier appel à intervention de la part des participants. Et puis, s'il n'y a plus de prise de parole, je vous proposerai de conclure ici pour pas faire traîner par plaisir. En tout cas, merci pour ces échanges très intéressants. Je sais que là, parmi les participants, il y avait des collectivités, il y avait des territoires engagés dans la mise en œuvre du logement d'abord, il y avait des SIAO, enfin voilà, il y avait un panel assez important de tous les acteurs qui font aussi, enfin en tout cas qui essayent de mettre en œuvre la politique du logement d'abord dans les territoires. C'est vrai que, comme le disaient Jean-Jacques et Gilles, l'UNAFO essaye aussi de faire sa part sur sa part de plaidoyer et puis voilà, de travailler aussi au cœur des territoires avec ses adhérents et puis avec les différents acteurs liés à cette politique. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et puis j'espère que ça pourra aussi donner des idées, du grain à moudre aux organismes qui travaillent sur le terrain et puis aussi aux intervenants sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter l'UNAFO, voilà, que ce soit dans le cadre d'informations, ou on peut imaginer aussi monter d'autres journées comme celle qu'on avait réalisée à Angers. On peut aussi la faire dans d'autres régions en fonction des besoins et des envies des acteurs locaux. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Merci aux participants de nous avoir écoutés aujourd'hui. Il y a encore d'autres ateliers qui continuent ce matin et demain matin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil au programme. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.